Nous vous retrouvons pour le deuxième sujet de cette émission. Nous parlons du Burkina Faso. L'Assemblée donne son feu vert pour l'envoi de troupes au Niger. Ce mardi, à l'unanimité, les membres de l'Assemblée législative de transition au Burkina Faso ont donné leur feu vert pour l'envoi de troupes au Niger. La durée de la mission est de 3 mois renouvelable, un déploiement qui sera totalement financé par le Burkina Faso, mais dont ni la date du déploiement ni le nombre de soldats pour la mission ne sont encore connus. On voyait déjà cette alliance depuis un moment, on en parlait officiellement, une alliance entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali et le Burkina Faso justement qui avaient annoncé intervenir au Niger en cas d'agression de la CEDEAO. Les choses se formalisent de plus en plus. Aujourd'hui, et plutôt hier mardi, l'Assemblée législative de transition a voté à l'unanimité pour l'envoi de troupes burkinabais au Niger dans le cadre de la protection peut-être du Niger face à une agression extérieure. Je voudrais bien commencer par vous, Louis. Oui, je voudrais également commencer par vous lire l'article de l'Alliance qui le dit, c'est-à-dire l'article 6 qui dit toute atteinte à la souveraineté et à l'intégrité du territoire d'une ou plusieurs parties contractantes sera considérée comme une agression contre les autres parties et engagera un devoir d'assistance et de secours de toutes les parties de manière individuelle ou collective, y compris l'emploi de la force armée pour établir et assurer la sécurité au sein de l'espace couvert par l'Alliance. Ça veut dire tout simplement qu'on est en train de mettre en œuvre justement cette alliance-là qui a été signée récemment. Et c'est une suite logique en fait de ce que fait le président de la transition, Ibrahim Traoré. Parce que souvenez-vous que depuis au deuxième sommet Russie-Afrique, il a même déjà commencé par manifester son soutien au régime au gouvernement Tiani. Le coup d'État n'était même pas consommé, mais il s'est montré favorable à ce coup d'État et à vouloir soutenir le Niger à tout prix. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est en train de joindre l'acte à la parole. Et maintenant, le fait que c'est l'Assemblée qui donne son feu vert, ça prouve combien que la politique d'Ibrahim Traoré est adulée ou bien adoubée, acceptée par la majeure partie des Burkinabés. Ça veut dire comment l'Assemblée aussi a été constituée. Est-ce qu'il peut y avoir des divergences de toutes les manières, nous n'avons pas au Burkina Faso une assemblée monocaméralement. C'est-à-dire qu'il y a des partis au pouvoir, il y a des partis de l'opposition. Donc, c'est pas une assemblée unijambiste, non. C'est-à-dire que vous avez des partis politiques d'opposition qui ont la possibilité justement de s'opposer à ce vote-là. Mais s'ils ne l'ont pas fait, ça veut dire que si le texte a été voté par la majorité, ça veut dire que le projet, ça passe. Et ça passe, et quand c'est le peuple qui valide, ça veut dire que c'est le Burkina Faso dans toute son entièreté qui valide aujourd'hui la politique d'Ibrahim Traoré. Et donc, je pense que ça prouve à suffisance combien de fois ces trois pays-là, et le Burkina Faso, et le Mali, et le Niger, sont déterminés à retrouver leur intégrité territoriale, à protéger leur intégrité territoriale et à retrouver leur hégémonie. Et donc, je pense que ça démarre fort et c'est un signal qu'ils sont en train de donner à la CEDEAO aujourd'hui qui était jusque-là tout friande pour intervenir au Nigeria. Donc, ça veut dire que au Niger, ça veut dire que le Burkina Faso va les devancer, il va se positionner, il va les attendre de pied ferme. La situation qui provoque, je pense que c'est dangereux parce que quand c'est le Burkina Faso qui se positionne, vous allez justement voir la Russie aussi. C'est-à-dire que moi, je reviens toujours sur ce discours-là de Ibrahim Traoré au deuxième sommet, au sommet Russe-Afrique tenu en août dernier, où il disait qu'ils sont devenus des partenaires et qu'en cas de besoin, la Russie va les appuyer et la Russie l'a démonté à plusieurs reprises. Donc, quand vous voyez des soldats burkinabés ou bien des soldats maliens au Niger, donc attendez-vous également à ce que du jour au lendemain, on ait une intervention de la Russie. Et tout va se jouer justement là. Et donc, je pense que le choix, c'est un choix fort du Burkina Faso et surtout que on dit que cette opération-là sera financée par le Burkina Faso. Et donc, eux, ils ont déjà commencé avec une opération qui a été lancée, des efforts de guerre. Même, on a eu que même des prisonniers en ont contribué. Tout le monde a contribué. Ça veut dire que le Burkina Faso, il est dans une logique aujourd'hui, ça passe ou ça casse.
Georges Hérault, le Burkina vient de donner son accord, du moins c'est l'Assemblée législative de transition, vient de donner son accord pour le déploiement des troupes burkinabées au Niger. Guillaume, on peut parler d'une alliance entre le Burkina, le Mali et le Niger. On peut parler des conventions, on peut parler des soutiens économiques. Moi, c'est ce que nous voulons en Afrique, l'intégration au niveau des peuples et au niveau de nos nations. Mais Guillaume, moi, je suis en train de décourager que ce soit les pays du Sahel, les 3 pays du Sahel et la CEDEAO, de ne pas aller sur ce terrain militaire, parce que ça va être fatal pour nous tous. Aujourd'hui, nous prenons l'intégration au niveau de la sous-région, c'est-à-dire au niveau de la CEDEAO, mais certains actes posés permettent à certains d'être méfiants et d'être réticents à tout ce qui est œuvre d'intégration. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Au lieu d'une alliance pour lutter contre le terrorisme, le Burkina, le Mali et le Niger forment une alliance pour lutter contre les autres pays de la CEDEAO. Non, mais c'est une alliance pour lutter également contre le terrorisme. Oui. Ils ont l'alliance des États oui, du Sahel. c'est pourquoi je dis... Et ce déploiement ne va pas laisser à côté le terrorisme. Non, je dis pour ça, et puis rappelez-vous que ce ne sont pas ces 3 pays-là qui ont commencé. C'est la CEDEAO aussi qui a menacé. Qui a lancé les hostilités de façon verbale. Oui, laissez-moi aller jusqu'au bout et puis vous aurez. S'il vous plaît. Pour cela, je suis d'accord avec tout ce qui est dans la lutte, je pourrais le dire comme ça, positive, qui permet à cette nation de retrouver toute sa souveraineté, au moins pour la couverture totale de leur territoire. Oui, je suis d'accord. Mais je l'ai dit même à l'entame que je ne suis pas d'accord ou bien je décourage et la CEDEAO pour une intervention militaire, que ce soit au Mali, au Burkina ou je ne sais pas. Vous voyez, ce n'est pas ça l'objectif, ce n'est pas ce que nous voulons aujourd'hui. Nous ne voulons pas, parce qu'il est bien que tu as rappelé que même le Conseil national de transition qui fait office de l'Assemblée nationale, ce ne sont pas aussi des élus. Donc aujourd'hui, c'est des nommés. Donc aujourd'hui, ils s'alignent derrière quand même la politique du président de la transition et c'est normal. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on parle d'une intervention au niveau du Niger. Parce que, je l'ai dit, ça va être fatal. Voyez-vous, peut-être le sujet qui va venir va nous parler des conséquences de la sanction sur les autres pays. Ce n'est pas seulement sur les autres pays. Aujourd'hui, quand on a fermé les frontières, ça veut dire que le port autonome de Lomé qui a besoin des clients nigériens, etc., ne vont plus venir à notre port. Vous voyez le manque à gagner pour notre port. Vous savez, l'électricité, tout ça là qui vient du Nigeria. Tout ce qui vient du Niger, vous voyez, c'est ce qu'on doit voir. Je l'ai dit, et je l'ai dit ici samedi passé, que ce coup d'État qui a été consommé, il faudrait vraiment que la CEDEAO, parce qu'à un moment donné, si vous n'arrivez pas à anticiper sur le problème et que vous ne pouvez pas changer le problème, allez trouver des solutions pour le problème. La solution militaire n'est pas une solution. Ça va devenir notre Ukraine. Parce que quand Louis est en train de parler de la Russie, qui va intervenir aux côtés de Niger, Burkina et, comment vous l'appelez, et du Mali, et vous voyez, c'est la main invisible des Occidentaux qui vont être derrière la CEDEAO, le Niger va devenir quoi? L'Ukraine de l'Afrique. Et vous voyez tout ce que nous constatons à l'Ukraine, où les États-Unis arment, et puis c'est le territoire ukrainien qui est bombardé. Vous pensez qu'on va voir ces images-là chez nous, à côté avec nos frères nigériens, où la Russie vient pour intervenir, où les Occidentaux à travers la CEDEAO, tout ça là mélangé? Donc je ne pense pas qu'ici, on doit encore parler de ça. Je suis d'accord, comme je viens de le dire, que la CEDEAO quand même réagisse pour décourager les coups d'État dans l'espace CEDEAO. C'est une réaction pour décourager, mais cette réaction, même pour menacer, mais cette réaction pour l'accomplir d'une façon où on intervient militairement, non, je ne suis pas d'accord. Dado, que dites-vous de cette situation au Burkina? Ça se formalise, l'Assemblée législative de transition
vient de donner son feu vert pour déployer des troupes burkinabè au Niger. Seulement, le nombre de soldats n'est pas encore connu. On ne connaît pas aussi la date de ce déploiement. Mais si c'est fait, ce sera aux frais des Burkinabés. Oui. Alors, nous sommes, je crois, face à une situation que j'appellerais le jeu des acteurs, où chacun aujourd'hui essaie de se positionner, mais en même temps essaie de faire peur à l'autre. Et donc, l'annonce du Burkina Faso pour l'envoi d'une troupe au Niger, je crois que n'est que dans une logique dissuasive vis-à-vis de la CEDEAO. Mais moi, au fond, je ne pense pas qu'ils iront loin dans cette entreprise. Dans cette confrontation-là, je pense pas qu'ils iront loin. Que ce soit la CEDEAO, que ce soit le Burkina et ses pays alliés, je ne pense pas. Mais je comprends tout simplement qu'on est aujourd'hui, on a besoin de pouvoir s'exprimer, de pouvoir s'affirmer. Et c'est ce que, en fait, le Burkina est en train de faire pour, je dirais, marteler cette disponibilité à accompagner le Niger. Et pour aussi apporter ou ajouter l'acte à la parole. Et donc, ils sont tout simplement dans une logique. Donc, il y a cohérence dans ce qu'ils sont en train de faire. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu dommage de constater que c'est dans cette situation que malheureusement, que ce soit la CEDEAO, que ce soit les 3 pays du Sahel, que c'est maintenant qu'on sente la nécessité ou qu'on voit la possibilité de pouvoir faire une opération militaire pour repousser. En fait, pour faire une opération militaire, non pas pour repousser les groupes terroristes, mais pour se battre entre armées de la sous-région. Ça n'a pas de sens, en fait. Parce que depuis des années, des écoles, que ce soit au Niger, au Mali, au Burkina, des écoles sont fermées. Des vies, on a perdu des vies. En fait, c'est des chiffres quand même énormes. Et qu'est-ce qu'on a fait durant tout ce temps-là? La force en attente de la CEDEAO. Est-ce que ça a marché? Non. Et ça n'a jamais été activé. C'est pour cela que je dis, je ne crois pas qu'il y aura une confrontation militaire entre la CEDEAO et les 3 pays du Sahel. Donc, on aurait souhaité que ces énergies-là soient plutôt mutualisées pour lutter contre les groupes extrémistes qui aujourd'hui prennent en fait du terrain malheureusement. Est-ce que le Burkina a aujourd'hui assez de ressources financières, assez de ressources humaines pour déployer au Niger alors qu'il n'a pas fini encore de gérer le territoire ou de retrouver l'intégrité territoriale du Burkina? Donc il y a un problème. Et donc pour moi, je crois qu'il faut qu'on revienne au bon sens et qu'on aille plutôt dans cette logique pacifique des choses en trouvant des solutions concrètes. Maintenant, si vous retournez un peu dans la chronologie des événements, déjà en 2014, on parlait du G5 Sahel. L'objectif, c'est de lutter contre le terrorisme. Est-ce que ça a marché? Non, parce que de là, on est tombé sur l'initiative d'Accra en 2017. De l'initiative d'Accra, maintenant, on a le AEAS qui, quelque part, dans ces 2 objectifs, à part le fait de riposter en cas d'atteinte ou d'agression du Niger, dit aussi que c'est pour mieux s'organiser contre le terrorisme. Et là, vous voyez, les forces sont en train de s'effriter petit à petit. Parce que dans l'initiative du Sahel, vous n'avez pas forcément ceux qui étaient dans l'initiative d'Accra, vous n'avez pas forcément tous ceux qui sont dans le G5 Sahel. Donc ça diminue. Maintenant, on est à 3. Est-ce que les 3 seuls peuvent lutter contre la menace quand on sait qu'aujourd'hui, les pays du littoral également, y compris le Togo, sont aussi menacés? Et donc, pourquoi ne pas peut-être reposer les vraies questions, se reposer les bonnes questions pour trouver les vraies solutions? Et quelles seraient ces bonnes questions? Mais comment on fait pour lutter contre les groupes terroristes? En fait, c'est ça le fond. De façon générale, c'est ça le fond. Comment peut-on s'y prendre quand on sait que dans la sous-région, les armées n'ont pas les mêmes orientations, n'ont pas les mêmes tendances? Ah non. Là, nous parlons je dirais, de la sécurité humaine. Nous parlons du fait que ce soit les pays du Sahel ou ceux du littoral, on est tous menacés par l'avancée des groupes extrémistes. Et donc, on n'a plus à réfléchir sur, je dirais, les différences au niveau de commandement ou de manière de faire.
Mais on sait que malgré les différends, il y a quand même des éléments de base. Il y a quand même une volonté commune qui est de repousser les groupes extrémistes. Et donc sur ça seulement, et en voyant les dégâts que ces groupes ont causés aujourd'hui en termes de morts d'hommes, en termes comment on va dire ça, des ressources qui se perdent, en termes de trafic aussi qui se fait facilement maintenant à cause de cette situation. Mais en fait, on n'a pas le choix. On est obligé de collaborer, on est obligé de coopérer. Alors, je ne vois pas le pays qui dira aujourd'hui il ne voit pas la nécessité de faire une alliance commune pour lutter contre les groupes extrémistes. Dans tous les cas, si un pays va seul, c'est clair, il ne pourra jamais réussir. Okay. Il faut rappeler que le ministre burkinabé de la Défense, le colonel Kassoum Koulibaly, avait annoncé que ce n'est qu'une étape préparatoire et qu'ils espèrent en rester là et qu'ils ne vont pas aller loin, en tout cas en ce qui concerne la réponse à la menace d'intervention armée de la CEDEAO. Au cas où ils allaient loin, vous disiez quelque chose tout à l'heure, vous parliez de l'intervention, Louis, de l'intervention peut-être russe, et Georges ajoutait une intervention européenne ou occidentale aux côtés de la CEDEAO. Risque-t-on, comme il le dit, d'assister à une Ukraine au Niger? Oui, je peux le dire ainsi, parce que vous avez vu tout récemment, c'est vrai que l'information reste à vérifier, que selon des renseignements russes, que les États-Unis seraient décidés à assassiner clandestinement les autorités en fait nigérianes. C'est à prendre avec des pincettes. Oui, c'est pour ça que je dis que l'information reste à vérifier. Donc ça revient en fait à la Maison Blanche ou bien voilà, il revient à la Maison ou bien à Washington de démentir et pour éclairer justement les lanternes. Mais tout récemment aussi ce qu'on a vu, c'est-à-dire qu'on a vu un plan d'attaque, un plan d'attaque de la France qui a circulé tout récemment sur les réseaux sociaux. Aussi, c'est aussi à prendre avec des pincettes. Oui, c'est à prendre avec des, mais il y a des éléments. Avec les informations. Oui, mais il y a des éléments utiles qui peuvent nous faire croire que effectivement ce document-là, il est authentique. Mais qu'à cela ne tienne, comme tu l'as dit, je pense que jusque là, c'est pas confirmé et on laisse ça de côté. Ça veut dire que ce qui se fait, c'est une guerre de communication, c'est-à-dire que tout le monde, chacun est sur le qui-vive. Et donc, quand vous voyez le Burkina Faso qui envoie ses troupes au Niger, c'est justement être prêt pour ne pas être surpris. Pour ne pas être surpris. Donc, je l'ai dit, c'est également un signal pour le Burkina Faso ou bien pour ces trois pays-là de dire à quiconque ou bien de dire à la CEDEAO que quand vous voulez intervenir, nous sommes aussi prêts à intervenir. Et comme la question posée, est-ce qu'on risque d'avoir la guerre russo-ukrainienne sur le territoire africain? Je pense que oui. Si la CEDEAO ne met pas de l'eau dans son vin, et surtout la France qui soutient véhément la CEDEAO ne revoit pas non plus sa copie, je pense qu'on risquerait de transposer le conflit russo-ukrainien en Afrique. Et donc tout ça, et tout ça aussi, la situation peut être décampée aujourd'hui par un certain Mohamed Bazoum qui a été déchu, qui est renversé, mais qui refuse justement de signer sa démission. Parce que l'intervention militaire aujourd'hui vise justement le rétablissement de Bazoum dans ses fonctions. C'est ce qui est dit. Oui, c'est ce qui est dit. C'est la raison principale qui est évoquée après plus de 2 mois. Et donc tout ça, c'est de l'incongruité. Et quand vous voyez, ça laisse à réfléchir parce que ça là, ce chaos, on pourrait l'éviter à l'Afrique tout simplement. Et je pense que la situation, c'est celui qui a la situation aujourd'hui en main, c'est Mohamed Bazoum. Et comme je le dis, si aujourd'hui il dit démissionne, et je ne trouve pas pourquoi est-ce que la CEDEAO et la France vont vouloir encore intervenir. On dira qu'il a fait sous pression. Pardon? On dira qu'il l'a fait sous pression. Oui, il a fait sous pression, mais l'histoire retiendra qu'il a épargné l'Afrique d'un chaos et qu'il a sauvé la vie à des milliers ou bien des millions de Nigériens. C'est ça. Il a été déçu. Oui, mais déçu, une seule personne devant toute l'humanité, je ne pense pas qu'il a été déçu et puis il est resté sain et sauf. Il a une vie après la présidente, donc il doit justement comprendre cela et il doit essayer de rentrer dans l'histoire parce que le coup d'État ces dernières années n'est pas intervenu que seulement au Niger. C'est le Mali qui a commencé. Le président Ibeka, il a rapidement compris, il a signé la démission, il est parti. Ailleurs, de l'autre côté, le professeur Alpha Condé, il voulait faire la tête, mais à un moment donné, il a compris que ça n'avait pas l'avantage, faire la tête du
ne l'avantage pas, il a vite rendu le tablé. Idem pour le président Ali Bongo, qui a vite également compris qu'on ne banalise pas la fonction présidentielle et que son état de santé ne lui permettait pas justement de continuer par gouverner et que peut-être que Nguema est venu le faire sortir d'une situation cruelle. Il a vite compris et il a laissé également le fauteuil présidentiel. Maintenant, on ne comprend pas la réticence aujourd'hui de Mohamed Bazoum. Quand on est citoyen aussi, à un moment donné, il faut faire taire ses égos et penser à l'intérêt général de la population. Alors, une question qui pourrait paraître un peu bizarre, mais n'est-ce pas plutôt qu'on se dirige vers un dégel de la situation? Parce que là, je pense que chacun a sorti ses muscles et de mon analyse personnelle, quand ça atteint un niveau, ça redescend. Vous voyez la CEDEAO qui finalement ne parle plus d'intervention militaire, du moins ce qui avait fait autant de menaces, mais qui depuis quelques jours ne dit rien. Le Burkina, même si la situation, ou bien du moins l'autorisation a été donnée par l'Assemblée législative de transition, le ministre de la Défense, comme je le disais tout à l'heure, a précisé qu'ils sont à une étape préparatoire et qu'ils ne veulent en rester là. Ça veut dire qu'on en restera là si la CEDEAO ne menace plus. Et depuis quelques mois, la CEDEAO ne parle pas. Peut-être qu'on se dirige vers le dégel de la situation où chacun, on dirait l'équilibre de la terreur. Chacun a sorti ses muscles. On sait que si on veut avancer, ce serait fatal pour nous tous. Et donc, on se calme. C'est de bonne guerre parce que c'est ce que nous souhaitons. Moi, je n'ai même pas envie qu'il y a cette guerre de communication où chacun montre ses muscles parce que vous devez savoir que après ce vent, il va créer ce qu'on appelle la méfiance. Les gens vont être méfiants parce qu'aujourd'hui, vous voyez le Niger qui a dénoncé les accords entre son pays et le Bénin. Vous voyez, ça va très loin. L'histoire a montré que quand vous êtes dans une situation, même en tant qu'humain, quand vous êtes dans une situation difficile, ceux qui se sont moqués de vous vont vous retenir pendant longtemps. Et donc, quand il y a une situation dans un pays voisin et qu'on lui ferme les portes des entrées et des sorties de ses produits, on lui coupe l'électricité, on lui prive d'un certain nombre de ses privilèges qu'il a gagnés à coup d'accords, de conventions et de partenariats. Vous voyez ce pays-là dans cette sous-région à qui on lui demande de faire tout pour que nous soyons bien intégrés. Comme si de rien n'était. Oui, non, que l'intégration, parce que quand je parle, vous voyez, ça me revient toujours en idée l'intégration, parce que c'est le salut de l'Afrique. Si nous sommes unis, nous irons très loin. C'est en cela que vous avez posé une question sur l'impréparation des armées en termes de sécurité. En fait, le problème, ce qui fait qu'on n'est pas efficace à lutter contre les groupes terroristes, c'est qu'il n'y a pas un système d'harmonisation des stratégies de lutte contre le terrorisme dans notre espace. Le Togo a un renseignement, il arrive difficilement à partager avec le Bénin. Le Burkina en a, il arrive difficilement à partager avec le Ghana. Et c'est ce qui complique la situation. Les interventions sur les territoires, je l'ai dit ici plusieurs fois. Par exemple, le Togo, la frontière du Togo avec le Burkina, il y a combien de mètres? Ça n'atteint même pas 200 mètres. Je dis 200 kilomètres. C'est ce que je voudrais dire. Maintenant, quand nous parlons de la situation de la lutte contre, si les groupes terroristes rentrent par Mandourier, tout ça là, qui rentrent dans notre territoire pour commettre des forfaits et repartir, est-ce que le Burkina peut accepter que l'armée togolaise poursuit ces terroristes-là jusqu'à rentrer dans son territoire? Oui, il y a cet accord. Il y a cet accord. Il y a cet accord. Oui, il y a cet accord. Je donne l'exemple du Togo. Mais cet accord-là, il y a aussi des restrictions. Ça ne permet, c'est pas automatique. C'est normal. Oui, c'est normal. Parce que vous êtes en territoire étranger. C'est ce que je dis. Alors que ça pourrait être fait automatiquement, systématiquement. C'est par on passe par des procédures de validation jusqu'à ce qu'on arrive à un niveau donné. En fait, c'est pour dire tout simplement que chacun est méfiant. Quand je donne ma tête à quelqu'un, car il y a un problème chez moi, il va me couper la tête. Donc chacun se réserve à un moment donné de ne pas se donner totalement dans la sous-région.
Donc, mes espaces ne doivent pas être occupés par l'autre personne. Vous pensez qu'entre le Bénin et le Mali, quand les terroristes vont rentrer entre le Bénin et le Niger plutôt, quand les terroristes vont rentrer dans le Niger, est-ce que l'armée béninoise peut poursuivre ces terroristes-là pour rentrer au Niger? Non. Est-ce qu'aujourd'hui, quand ils dénoncent les accords, alors qu'il y a le partage de renseignements au niveau de ces accords-là, si les terroristes se positionnent quelque part, est-ce que l'armée béninoise peut partager facilement avec l'armée nigérienne? C'est pour cela qu'il ne faut pas créer des situations pour nous mettre dans ces états très difficiles à gérer prochainement. Donc c'est ce que je dis, c'est tant mieux aujourd'hui que la situation se calme et que la CEDEAO se calme, le Niger et le Mali, tout ça là se calme, parce que vous devez analyser ça, le Niger ou bien le Mali et le Burkina, ils savent que si le Niger a été récupéré, la CEDEAO ne va pas rester là. La CEDEAO va aller au-delà du Niger. S'ils arrivent à rétablir, ils mettront la pression sur ces deux transitions. En fait, c'est des positions stratégiques pour pouvoir préserver aussi leur transition indirectement. Alors, Dado, peut-on dire que d'une certaine manière, on se dirige vers le dégel de la situation dans la sous-région avec la CEDEAO qui, depuis un moment, ne parle plus vraiment de son idée, même si elle n'est pas abandonnée, l'idée d'intervention militaire, je veux dire. Et au Burkina aussi, après avoir voté cette loi, on précise que l'on voudrait en rester là, à condition que la CEDEAO n'aille pas loin. Ouais. Non, c'est clair qu'aujourd'hui, la CEDEAO et les trois pays du Sahel, c'est-à-dire le Mali, le Burkina et le Niger, chacun est conscient que une confrontation militaire ne serait pas la solution. Ça, tout le monde le sait. Maintenant, comme je le dis, en tant que dans le jeu de pouvoir, chacun naturellement aussi essaie de pouvoir, si tu veux, de pouvoir en fait faire passer en tout cas sa position et son message. Et donc, est-ce que la CEDEAO ne parle plus? Mais je pense qu'elle a juste pris conscience que ce n'est pas la solution. Une intervention militaire. Elle n'est pas la solution. Et de même, les trois aussi ont compris que ce n'est pas la solution, mais le jeu des acteurs oblige à ce que chacun puisse de temps en temps s'affirmer. Maintenant, au regard de la situation aujourd'hui, l'impact de la crise qui s'est créée au niveau du Sahel aujourd'hui, l'impact de cette crise sur les autres pays de la CEDEAO, naturellement, amène la CEDEAO à peut-être rebourser chemin et à peut-être sortir un autre a sorti en fait une autre approche, ou a proposé une autre approche qui est celle de la voie pacifique. Et déjà, on peut le constater, des pays au sein de la CEDEAO ont déjà soulevé ou bien donné leur disponibilité ou manifesté leur disponibilité à accompagner ou à soutenir le Niger, comme le Togo, je crois le Bénin également. Et pourtant, le Bénin, il y a quelques semaines, était plutôt plus partant pour une intervention. Donc, c'est que je me dis, les acteurs ont pris du recul pour analyser et ils sont tout simplement dans la logique du bon sens. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut saluer et encourager et espérer que d'ici peu, en fait, on puisse réfléchir à la vraie question. Comment on fait pour repousser les groupes extrémistes, une fois de bon. Merci beaucoup. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on vous retrouve après pour la suite de cette émission.